L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Au moins, il ne manque pas d'humour, ni d'ailleurs de talent. C'est vous, Alain Finkielkraut, qui avez attiré mon attention sur la une de M, le magazine hebdomadaire du Monde, cette semaine. On y voit Mehdi et Badrou, les ex-kids du Bondi Blog et de France Inter, devenus les coqueluches du tout Paris islamo-paillette en dénonçant, je cite, le discours anti-musulman majoritaire en France. Reprenant à leur compte la formule de Renaud Camus, ils proclament le grand remplacement, c'est nous. Je ne sais pas, Alain Finkielkraut, si vous avez goûté cette plaisanterie, mais les experts, en tout cas les experts qui se sont employés à réduire en pièces l'enquête de l'Institut Montaigne, qui indiquait entre autres que 28% des musulmans de France feraient prévaloir la charia sur la loi, eh bien ces experts ne rigolent pas du tout. Et vous nous direz, Alain Finkielkraut, si vous partagez certaines des critiques faites à l'enquête de l'IFOP, ou si elles participent, selon vous, d'une nouvelle offensive pour reporter le réel à une date ultérieure, selon l'expression de notre regretté ami Philippe Muret. Mais pour commencer cette émission, nous allons bien sûr évoquer la mémoire de Shimon Peres, dont les obsèques ont été célébrées vendredi en présence de nombreux chefs d'État, Barack Obama, François Hollande, d'anciens chefs d'État comme Nicolas Sarkozy, ainsi que Mahmoud Abbas, qui a donc croisé brièvement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc si le monde arabe dans l'ensemble s'était plutôt fait porter pâle et a préféré regarder ailleurs, c'est évidemment un hommage planétaire qui a été rendu à l'homme de paix. Je laisse de côté peut-être Oma.com qui titrait Oma.com qui titrait un homme de paix, quelle blague. Alain Finkielkraut, Shimon Peres bien sûr, finalement dans le fond c'est quelqu'un qui a accompagné aussi votre propre engagement pour Israël. Il est dans la politique israélienne depuis longtemps et on se rappelle qu'en 1993, il prédisait l'avènement d'un Moyen-Orient pacifié traversé d'autoroutes réelles et virtuelles. Alors, est-ce que Shimon Peres, qu'on célèbre aujourd'hui et qu'on a raison de célébrer, qu'on a beaucoup de raisons de célébrer, est-ce que, tout de même, ne s'est-il pas trompé avec lui toute la gauche israélienne sur l'état réel du monde? Est-ce qu'ils n'ont pas été aveugles au choc des civilisations qui persistent? L'un des invités à la cérémonie organisée pour célébrer le 88e anniversaire de Shimon Peres leva son verre et prononça la formule rituelle. « Puisses-tu vivre jusqu'à 120 ans ?» Peres lui répondit aussi sec, « Ne sois pas radin. » Shimon Peres, c'est d'abord l'homme qui ne voulait pas mourir. Par son extraordinaire longévité politique, il repoussait l'échéance. Elle est venue, son vœu n'a pas été exaucé, mais au moins, et c'est une chance extraordinaire, il aura été vivant jusqu'à sa mort. Alors les grands journaux ont relaté les principales étapes de sa vie. Je ne voudrais pas ici les copier ou les paraphraser, mais comme Shimon Peres a pris part à toutes les grandes décisions, à tous les grands moments de l'histoire d'Israël, je parlerai de cette histoire et tenterai de faire à travers cette évocation, un bilan de son action et ainsi vous finirez par répondre à ma question. Et ainsi de répondre à votre question. Comme vous le faites toujours. Mais j'y réponds toujours. J'y réponds pas tout de suite, mais j'y réponds toujours. Oui. Mon guide sera Ari Shavit, le journaliste d'Haaretz, auquel ce journal doit de n'être pas tout à fait l'équivalent israélien du Monde et de New York Times. Shavit a écrit un livre extraordinaire, Ma terre promise, Israël, triomphe et tragédie, dont la traduction française est parue l'année dernière chez Jean-Claude Lattès. Dès l'introduction, on est saisi d'un côté Israël reste la seule nation occidentale qui occupe le territoire d'un autre peuple. De l'autre, Israël demeure la seule nation occidentale à être menacée dans son existence même. Les faiseurs d'opinion... C'est une aporie, en quelque sorte, politique que vous décrivez là, cher Alain. Oui, mais justement, les faiseurs d'opinion sont incapables de penser les deux choses à la fois. Ils ne voient pas la vulnérabilité, ils ne voient que la puissance. Israël n'est donc plus un pays ami, c'est un pays honni, et c'est la raison pour laquelle le livre de Shavit n'a pas fait événement en France. Je ne suis même pas sûr que vous en ayez entendu parler. Non, je n'en avais pas entendu parler, mais quand vous dites un pays honni, je rebondis juste immédiatement pour vous dire qu'il n'y aurait pas eu autant de chefs d'État pour
C'est l'opinion générale, c'est l'image totalement dégradée d'Israël, et surtout, je vous dis, c'est vraiment la condamnation qui préempte la curiosité. Vous avez raison, d'ailleurs, je n'avais pas entendu parler de ce livre. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, ce livre, je crois, a eu un grand écho. Donc, je voudrais essayer aujourd'hui de remédier au silence français sur le livre d'Ari Shavit. Il consacre l'un de ses premiers chapitres à la fondation du kibbutz Ein Harod. Il dit « Les pionniers ont tourné le dos à leurs parents. Ils se sont privés de père, de mère et de Dieu. Leur campement au flanc du mont Gilboa est très similaire à un orphelinat. » Et ajoute Shavit, après tout, le sionisme était un mouvement d'orphelins, la croisade désespérée des orphelins d'Europe. Il cite l'un de ces pionniers, « Nous avons laissé le passé derrière nous, nous nous sommes coupés de tout ce que nous étions, nous nous sommes distanciés de notre identité précédente et des êtres qui nous étaient les plus chers. » C'était un peu l'idée qu'on allait transformer les Juifs en Israéliens. Voilà, exactement. Vous nous direz si ça a marché. Le sionisme, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent mes parents étaient des juifs et moi, je suis israélien. Voilà, donc parce que c'était justement une sorte de révolte des juifs contre la passivité de leur passé, la rébellion des juifs contre le destin tragique et contre l'acceptation de ce destin. Et cet activisme, si vous voulez. Oui, cet activisme, l'activisme né de cette rébellion a accompli des prodiges. Les pionniers ont asséché les marais de Ein Harod. Ce prodige, a même déclaré l'un d'entre eux, symbolise l'assèchement des marais dans lesquels notre nation s'était embourbée depuis ces 2000 ans d'exil. Et j'invite les auditeurs, et vous-même, mais vous l'avez lu certainement, ou à le relire, à ce sujet l'analyse d'un miracle. D'Arcastère, exactement, qui va dans le même sens. Mais ces hommes nouveaux ne tenaient pas compte des Arabes. Ceux-ci se sont rappelés à leur bon souvenir par des révoltes sanglantes. Et le sionisme, alors, a redécouvert Masada. L'image décisive de l'entreprise sioniste n'est plus dès lors celle des marais asséchés ou des orangerais porteuses de fruits, mais celle d'une forteresse isolée dans le désert, projetant une ombre impérieuse sur une terre aride. Cette dure réalité a conduit Ben Gourion, évidemment j'avance à grands pas, à vouloir doter Israël du feu nucléaire. Et là nous en venons à Pérez. Et il faut que vous avanciez à très grands pas. Il a envoyé Shimon Peres à Paris et celui-ci a accompli l'un des grands exploits stratégiques des années d'après-guerre. Il a convaincu une puissance comme la puissance française d'aider Israël à se doter de l'arme atomique. Golda Meir était opposée à ce choix, mais évidemment, elle l'a accepté ensuite, elle l'a assumé, et quand elle a été Premier ministre, elle a même donné un nom yiddish au complexe d'Imona. Elle l'a appelé Varégnier. Varégnier, c'était les bocaux en conserve que les Juifs d'Europe de l'Est gardaient dans un placard pour les périodes troublées. Si un pogrom éclatait, ils avaient de quoi nourrir la famille jusqu'à ce que la colère passe. Quand l'ingénieur en chef entrait dans son bureau, Golda Meir l'accueillait par ces mots « Nous, comment vont nos Varégniers ?» J'aime cette histoire, car elle démontre que le sionisme n'a pas été jusqu'au bout de la rupture annoncée. Il n'a pas fait table rase. Le yiddish diasporique a réussi à se glisser au cœur même de ce que le sionisme avait de plus moderne, de plus technologique, de plus militaire. Et cette continuité inattendue est absolument bouleversante. Et puis il y a la guerre des 6 jours. Ce retournement de la peur de l'anéantissement en triomphe retentissant, victoire miraculeuse, mais miracle empoisonné. D'autres pionniers ont pris le relais de ceux d'Ein Harod. Ari Shavit relate la fondation de la colonie d'Ofra et il dit c'est pas du tout pareil. Ein Harod offrait un abri, il s'agit avec Ofra de reconstruire un royaume et l'ambition est non pas de bâtir un homme nouveau, mais de rejudaïser Israël. Shimon Peres a soutenu cette politique. Il a même participé à sa mise en œuvre. Puis il a changé quand il a compris ce que le danger que représentait pour Israël cette politique de rejudaïsation, si vous voulez. Surjudaïser. De colonisation au nom du judaïsme. Voilà, surjudaïser l'État juif. Voilà. Il s'est dit, c'est extrêmement
extrêmement inquiétant. Il a été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo. Il a déclaré alors la paix était un rêve, elle est devenue un engagement. Cet engagement n'a pas été tenu. Ari Shavit montre que les torts sont partagés aux Pisnik, qui sont sa famille. Il reproche de voir le périmètre intérieur du conflit dans lequel le Goliath israélien se dresse au-dessus d'un David palestinien, mais de ne pas voir le périmètre extérieur où un Goliath arabo-islamique se dresse au-dessus d'un David israélien. Il rappelle aussi que la moindre portion de territoire d'où Israël s'est retiré, au nord et au sud, a été investie par une entité terroriste jouissant du soutien de l'Iran et incapable de menacer Israël avec ses roquettes. Shimon Peres, et là je réponds à votre question, n'était pas un rêveur, mais il n'est pas sûr que sa vision des autoroutes virtuelles et réelles, son idée d'un Moyen-Orient uni par la technique et par l'économie, ait été à la hauteur de ce que vous appelez le choc des civilisations et de ce qui est en tout cas le réveil de l'islam. Reste. Et le fait est que, si vous voulez, la gauche pense qu'il y a un partenaire, la droite, elle pense qu'il n'y a pas de partenaire. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, la droite a une meilleure analyse, sans doute, du réel que la gauche, mais la gauche propose au moins quelque chose. Oui, et vous avez raison. Essayer de proposer. C'est Gil Mikhaeli que je paraphrase ici. Moi, je dirais ceci, avec Ari Shavit, la question demeure de savoir si Israël mettra fin à l'occupation ou si l'occupation mettra fin à Israël. Et précisément, pour que l'occupation ne mette pas fin à Israël, un homme comme Ariel Sharon a procédé au démantèlement des colonies de Gaza. Et c'est aussi parce que malgré mon pessimisme, je partage cette analyse que je soutiens aujourd'hui un appel qui vient d'être publié par 500 personnalités israéliennes, dont Eli Barnavi, Avishai Margalit, Amos Oz, David Grossman. Si vous aimez Israël, vous n'avez plus le droit de vous taire, et les Juifs du monde entier sont appelés à développer une action justement coordonnée pour mettre fin à l'occupation. Peut-être faut-il justement, si vous voulez, déconnecter l'idée d'une paix finale de la nécessité impérieuse, urgente de mettre fin à l'occupation. Il ne faut pas, comme dit je ne sais plus qui, il ne faudrait peut-être pas manger la pizza effectivement pendant qu'on en négocie ou qu'on propose d'en négocier un jour le contenu. Exactement. Un peu plus tard. Un dernier mot, le président israélien a dit que c'était avec Peres le dernier des géants qui disparaissait. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que ça marque une génération de... J'ai pas l'impression que les hommes politiques israéliens d'aujourd'hui soient en tout cas à la hauteur des problèmes tragiques dans lesquels se débat Israël. En tous les cas, au moins, Israël s'est-il uni, effectivement, quelques jours. On a vu Netanyahou très ému. Donc, il y a eu une espèce d'union nationale, quand même, autour de la personne de Shimon Peres, qui méritait tout de même ça. Alors, venons-en à la poursuite de l'interminable débat sur l'islam de France, dont nous étions promis peut-être... qu'il ferait une pause cette semaine, mais nous ne décidons pas. Après la parution de l'enquête de Montaigne, il y a 15 jours, on a assisté à un tir... L'Institut Montaigne, vous avez dit Montaigne. pardon. Alors, avec la parution de l'enquête de l'Institut Montaigne, vous avez raison, il y a 15 jours, on a assisté à un tir groupé avec notamment 2 articles du Monde, l'un de Antoine Jardin, co-auteur de Gilles Kepel et l'un des responsables de l'enquête, l'autre beaucoup plus violent du démographe Patrick Simon. Alors je sais que cela ne va pas vous plaire, Alain Finkielkraut, mais j'ai été, disons, convaincu, non pas par toutes les critiques, ni peut-être par la volonté qu'elle révèle et dont vous nous parlerez peut-être, mais par certaines et peut-être par une qui est, dans le fond, la science n'est pas là pour confirmer nos présupposés et on devrait peut-être aborder, c'est-à-dire, il se trouve que cette enquête confirme nos présupposés, oui, je vous vois vous arracher les cheveux, mais vous allez quand même écouter ma question, confirme l'expérience sensible. Est-ce que nous n'avons pas tendance à le croire parce que ça nous arrange? L'expérience sensible, c'est différent d'un présupposé. Oui, d'accord, oui. Les deux. Alors, j'ai souvent cité cette phrase de Charles Péguy dans notre jeunesse. Il faut dire ce qu'on voit et surtout, ce qui est plus difficile, il faut voir ce qu'on voit. La sociologie depuis Péguy... de vous énerver parce que je ne suis pas d'accord avec vous, alors. Non, la sociologie depuis Péguy a fait d'immenses progrès.
elle nous persuade, à coup de statistiques et d'enquêtes de terrain, que nous ne voyons pas ce que nous voyons, que l'immigration est stable depuis un siècle, que la violence n'a pas augmenté et qu'il n'y a pas de problème de l'islam, mais seulement un problème de discrimination et d'inégalité. Et voici que paraît l'enquête de l'Institut Montaigne. Soudain, l'expertise rejoint l'expérience. Un coin du voile, je dis seulement un coin du voile est levé. 28% des musulmans, nous dit-on, pensent que la loi religieuse prime sur la loi républicaine. Les chiffres soudains ont cessé de mentir. Je dis soudain. Il y a eu aussi le rapport Aubin de 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il dit que le voile à la fois révèle et dissimule un phénomène d'une toute autre ampleur, affectant la plupart des quartiers populaires. Les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories du halal autorisé et du haram interdit. Et aussitôt, c'est en effet le branle-bas de combat. C'est la mobilisation générale, la sociologie officielle tonne et tempête contre des statistiques qui ne sont pas conformes à ces présupposés. Ce ne sont pas des statistiques, Alain Finkielkraut, c'est un sondage. Vous pouvez pas... Non, mais là... 28%, c'est ce que j'appelle une statistique. Non, oui, mais c'est pas la même chose qu'une statistique, si vous voulez, de l'INSEE ou de... C'est un sondage, donc ça a la valeur d'un sondage. Alors, Patrick Simon, qui est effectivement sociodémographe, je ne connaissais pas ce métier, mais on en apprend tous les jours, explique dans Le Monde ça veut dire qu'il a le droit de broder autour de ses courbes. Voilà, et il explique dans Le Monde, sur l'antenne de France Culture, que les pratiques sociales des musulmans sont comparables à celles des non-musulmans. Ce qui fait la différence, ce sont les discriminations dont les musulmans sont victimes. Et Guillaume Erner, qui l'interviewe à ce moment-là, en conclut que l'enquête de l'Institut Montaigne a procédé à une altérisation de l'islam. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot, altérisation. L'inventivité conceptuelle des chercheurs et des journalistes qui nous interdisent de voir ce que nous voyons est sans limite. Mais le politiquement correct... Mais que voulait dire altérisation? Ça veut dire que c'est nous qui rendons autre quelque chose qui est totalement semblable à l'altérisation. C'est-à-dire on les rend autres alors que de toute façon, la différence n'existe pas. Non, mais il y avait d'autres critiques. Il y avait le fait, par exemple, que quand on dit la question sur la charia, sur la loi de la République et la charia, d'une certaine façon, si vous la posez à des juifs religieux, ils vont vous dire que dans leur vie de tous les jours, il faut passer... Non mais c'est vrai, ne vous énervez pas encore une fois. Donc, ce que disait, je ne sais plus lequel des deux, il disait, il y a une façon d'interpréter les questions ensuite, et la seule chose que je voulais vous dire, c'est que je ne crois que ça n'est pas la peine de s'accrocher à ce chiffre de 28%. Il y a des tendances qui sont indiquées dans cette enquête, et peut-être que s'ils nous disent que c'est pas 28 et 26, je m'en fiche, si vous voulez, ou 8. Il y a des tendances, vous avez tout à fait raison, voilà. Ce sont des tendances, et ce n'est pas le seul chiffre qui fait frémir dans cette enquête. Nous avons fait le très grand nombre de musulmans hostiles à à l'interdiction du voile islamique à l'école, le grand nombre de musulmans aussi qui souhaitent qui défendent la présence du fait religieux dans l'entreprise. Mais justement, le politiquement correct n'est pas à une contradiction près. En même temps qu'on nous explique qu'il n'y a pas de pratique spécifique de l'islam, une violente campagne est lancée contre tous ceux qui trouvent à redire à cette spécificité. Vous avez cité le magazine M du Monde et cet article à la gloire de Mehdi et Badrou, les guides du Bondi Globe. Dans lequel vous êtes d'ailleurs insulté, bien entendu, parce que ça fait partie de leur réflexe, ça. Alors, ces bons garçons expliquent que la stigmatisation du voile n'est que du racisme et la perpétuation du colonialisme. Ils conspuent les laïcards extrémistes, et l'un d'entre eux, qui dézingue à tout va sur Twitter,
comme le dit la journaliste, et eh bien celui-ci ne manque pas ses cibles. Alain Finkielkraut, dit-il, il fallait lui casser les jambes à ce fils de pute. Et ça, je le lis dans Le Monde, le quotidien de référence. Sans la moindre distance d'ailleurs, sinon voilà. Pour dire que c'est certainement très métaphorique. Voilà. Enfin, bon. Alors, et d'ailleurs, mais on nous dit simplement qu'il s'est calmé depuis lors, qu'il tweete sous son vrai nom. S'il s'autorise encore quelques vrachis, elles sont sans commune mesure avec ses pulsions. Oui, mais ils se veulent, si vous voulez, ils se prennent pour des héritiers de Malcolm X, mais ils aiment beaucoup aussi parler de leurs vacances à Los Angeles et du fait qu'ils sont maintenant, ça je le dis quand même, la coqueluche du monde des paillettes, du monde de l'art. Absolument. Alors, bien sûr. Mais allez-y, continuez. La journaliste font littéralement de tendresse pour les kids et pour les kids et pour la réalisatrice de Divine. Oui. Celle-ci dit nous sommes en train de fonder une intelligentsia, ils ont leurs Zemmour, il nous faut nos Mohamed Ali et nos Malcolm X. Mohamed Ali, Malcolm X, l'intelligentsia à venir. Et puis, Mouloud... il y a une politique en France de ségrégation raciale qu'il convient d'abattre. Voilà. Absolument. Et Mouloud Achour nous explique dans le même article que Mehdi et Badrou l'ont aidé à redevenir ce qu'il était, moyennant quoi il propose tous les jours sur Canal+, une émission de propagande islamo-gauchiste éhontée. La haine a pris ses quartiers au cœur de l'infotainment avec, semble-t-il, la bénédiction du Conseil supérieur de la magistrature. Et il n'y a pas que cela. Il y a aussi, au même moment, dans Le Monde et dans Le Point, des textes, articles et entretiens de Guy Sormand, jugé autrefois infréquentable par la gauche, du fait de ses positions ultralibérales, et qui devient aujourd'hui un des penseurs préférés de la nouvelle gauche, parce qu'il a publié un livre intitulé « J'aurais voulu être français », mais il ne le veut plus. Pourquoi ? Parce la droite Juppé. Oui, non, c'est la droite d'identité heureuse. Ça, non. Je ne ferai pas ce procès-là à Alain Juppé quand même. Non, parce que il s'agit pour lui d'en finir avec l'horreur identitaire, et il dit que l'islamo-nihilisme est une conséquence de l'intolérance française. C'est l'intolérance française. C'est de votre faute, Alain Finkielkraut. C'est l'intolérance française qui l'a amené à choisir la nationalité américaine. Une intolérance qui a commencé avec l'interdiction du voile à l'école. Ce débat est la manifestation, dit-il, d'un refus général des élites à accepter la différence. Quand on rejette une personne dans sa différence, elle va vers l'extrémisme. Et il dit plus, mes enfants, dont certains étaient la nuit debout, se moquent littéralement du discours infligé par l'enseignement public sur la francitude. Et ajoute-t-il, ce n'est pas l'intellectuel libéral qui parle, c'est le fils de Nathan, juif polonais, qui a fui le nazisme. Mettre la douleur juive au service de la francophobie, je n'imagine pas pire sacrilège. Oui, mais est-ce que, quand même, dans votre colère, vous n'arrivez pas à admettre qu'il y a, et pourtant dans l'identité malheureuse, c'est vraiment vous qui me l'avez fait comprendre, qu'il y a, en France, deux positions, il y a deux conceptions de l'identité. Il y a une conception comme ça, fluide, sans cesse renouvelée, dans laquelle Badrou et l'autre, Mehdi et Badrou peuvent dire « Eh bien, c'est nous le grand remplacement, on va vous grand remplacer », parce que dans le fond, c'est une identité du présent. Il y a une autre conception, évidemment, de la laïcité. C'est pour ça, d'où le débat sur 2004. Mais vous n'arrivez pas à admettre que des gens puissent détester la loi de 2004. Je n'arrive pas à admettre que des gens détestent la France et, si vous voulez, font valoir cette détestation en guise d'identité nationale. Ce que je constate, c'est que il y a, si vous voulez, aujourd'hui une nouvelle offensive du politiquement correct, et je ne sais pas très bien comment l'interpréter. Dans un premier temps, j'ai pensé que c'était des gens qui avaient perdu le pouvoir intellectuel et que c'est la raison pour laquelle ils se crispent. Ils s'énervent parce qu'ils sont de moins en moins écoutés. Et finalement, je ne crois pas que cette interprétation est juste. Les kids dont nous parlions ont créé une
une maison d'édition et une revue annuelle, Télé-Ramadan, et la maison d'édition s'appelle Le Grand Remplacement. Et Le Grand Remplacement, c'est la revue des musulmans qui ne veulent plus s'excuser d'exister. Pierre Berger leur a versé 5 000 €, nous explique l'artiste du Monde. Et quand ils disent de grand emplacement, ils signifient qu'ils ont pour eux, en quelque sorte, la force du nombre. Oui. Et tous ceux qui les suivent le savent. C'est ce que m'a dit un jour Léonora Miano. Voilà. Donc, exactement. Donc, ils ne s'énervent pas parce qu'ils ont perdu la bataille des idées, ils se sentent en quelque sorte poussés ou portés par le grand souffle de l'histoire. Leur discours n'est pas celui de la cécité aux abois, mais celui de la soumission triomphante. Et encore une fois, si vous voulez, je suis prêt à toutes les discussions, mais je dois dire que je n'ai aucune indulgence pour la soumission triomphante. Juste peut-être un dernier mot, parce que si vous prenez l'enquête de l'Institut Montaigne, vous devez également entendre qu'ils ont considérablement diminué le chiffre du nombre de musulmans en France, et donc ce politiquement correct, même s'il concernait absolument toute l'islamo-gauche et tous les musulmans, reste très minoritaire dans notre pays aujourd'hui. Il est majoritaire dans certains journaux, mais d'abord il y a aussi Le Figaro, il y a aussi il y a aussi de Causeur, il y a aussi d'autres journaux, mais il est minoritaire dans la société. Il est minoritaire dans une partie de la société, mais en même temps, je le répète, il se sent porté par le souffle de l'histoire. Ce n'est donc pas le discours d'une cécité aux abois, c'est le discours de la soumission triomphante. Bon, cher Alain, nous ne pouvons pas poursuivre cette discussion qui pourtant le méritait, et évidemment, je le dis, personne ne pourra jamais vous grand remplacer. Dès mercredi, on pourra enfin vous lire dans Causeur. On peut aussi bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Mais surtout, cher Alain Finkielkraut, et surtout, chers auditeurs, Shana Tova à tous, et à vous, cher Alain. Alors, je vous répondrai comme Golda Meir, à Guy Théour. Eh bien, merci, Chag Sameach à tous.